Il a manqué de peu l'élection à la papauté. Aujourd'hui, chose incroyable, il risque de perdre son poste au sein de l'Église. Il s'appelle Pietro Parolin. Et la rumeur qui circule ces jours-ci au Vatican est une rumeur qui fait trembler les palais. Léon XIII envisagerait de le destituer. Attention toutefois, pour l'instant, il ne s'agit que d'une rumeur relayée par le site The Pillar, d'après des sources anonymes. Mais lorsque de telles rumeurs circulent au Vatican, elles sont rarement totalement infondées. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez qui est vraiment Parolin, pourquoi il a été pendant des années l'homme le plus puissant après le pape, et pourquoi sa chute finale marquerait la fin d'une époque. Mais qui est vraiment le cardinal Parolin? Pour le comprendre, il faut se départir de l'image d'un prélat en prière. Parolin est avant tout un diplomate, le plus habile que le Vatican ait connu depuis des décennies. Vénitien formé à l'école diplomatique du Saint-Siège, il a parcouru le monde au service de la diplomatie vaticane avant d'être rappelé à Rome. En 2013, le pape François l'a nommé secrétaire d'État. Il s'agit du poste le plus important après celui de pape. Le secrétaire d'État est, de fait, le premier ministre du Vatican. Il coordonne la curie, entretient les relations avec les gouvernements du monde entier et gère le pouvoir au quotidien. Pendant plus d'une décennie, sous le pontificat de François, Parolin a été cet homme, l'éternel numéro 2, le directeur silencieux d'une grande partie de la politique du Vatican. Et pas seulement en coulisses. Parolin était le visage de l'Église sur les questions les plus sensibles du monde: guerre, négociations de paix, relations avec les grandes puissances. Partout où survenait une crise internationale, son influence diplomatique était souvent palpable. Mais nous en arrivons ici à son œuvre la plus commentée, celle qui le suit comme une ombre: l'accord avec la Chine. En 2018, le Saint-Siège a signé un accord secret avec le régime communiste chinois concernant la nomination des évêques. En substance, le pape donnait son accord, mais les candidats devaient également obtenir l'approbation du Parti communiste. Pour Parolin et ses défenseurs, c'était le seul moyen de maintenir l'Église vivante en Chine, de ne pas laisser ses catholiques complètement isolés. Le dialogue, disait-il, était le seul moyen d'éviter la scission. Mais pour les critiques, et ils sont nombreux, même parmi les cardinaux, cet accord était une capitulation. Il abandonnait le choix des pasteurs à un régime athée et tournait le dos aux catholiques de l'Église clandestine, ceux qui, pendant des décennies, avaient souffert et résisté au nom de Rome. Et ce sont les plus fidèles qui en ont payé le prix. Les évêques de l'Église clandestine, qui avaient refusé de se soumettre au parti, se sont retrouvés supplantés par des candidats favorisés par le régime. Ceux qui ont résisté ont été marginalisés, ceux qui ont cédé ont été récompensés. Le cardinal Zen, évêque âgé et courageux de Hong Kong, alla jusqu'à qualifier cet accord de trahison. Et cet accord, renouvelé à plusieurs reprises, demeure secret à ce jour. Personne n'en connaît le texte exact. C'est là le paradoxe de Parolin, un homme de dialogue à tout prix, capable de s'asseoir à la table avec n'importe qui, et pourtant, précisément pour cette raison, soupçonné d'avoir fait passer la diplomatie avant la foi. Et puis il y a ce moment qui a révélé son ambition. Lors du conclave de 2025, celui qui a élu Léon, Parolin n'était pas un candidat comme les autres. Il était le favori. D'après les médias, il a été le grand perdant. Arrivé deuxième, il a stagné entre 40 et 50 voix, loin des 89 nécessaires. Il était à 2 doigts du trône, lorsque Prévost, devenu Léon, l'a devancé. Imaginez la scène. Celui qui a toujours été numéro 2 voit son rêve de devenir numéro 1 s'évanouir, et le lendemain, il doit continuer à travailler pour celui-là même qui lui a volé son emploi de rêve. En public, bien sûr, tout restait parfait: sourire, obéissance, coopération. Mais au Vatican, chacun sait que les blessures de l'orgueil, lorsqu'elles touchent un homme de pouvoir,
ne se pense pas d'une simple poignée de main. Et nous voici aujourd'hui, car cette tension, murmure-t-il au Vatican, ne s'est jamais vraiment dissipée. Selon la rumeur, Léon doute de l'efficacité de Parolin à coordonner les dicastères, ces grandes machines de la curie. Bref, il ne le considère plus comme l'homme idoine pour les diriger. Et les noms de successeurs potentiels circulent déjà. L'archevêque Paul Gallagher, une sorte de ministre des Affaires étrangères du Vatican, et l'archevêque Fortunatus Nwachukwu, un Nigérian. Deux profils bien distincts pour un secrétariat d'État qui se transformerait. La destitution d'un secrétaire d'État n'est pas une simple formalité. C'est l'un des gestes les plus forts qu'un pape puisse accomplir pour affirmer son pouvoir et orienter la politique de l'Église. Cela signifierait que Léo veut ses hommes, son équipe, et que l'ère Parolin, c'est-à-dire l'ère de la diplomatie de François, touche à sa fin. Mais que signifie tout cela pour le croyant moyen qui ne connaît rien des couloirs du Vatican et ne souhaite rien savoir? Cela signifie plus qu'il n'y paraît, car derrière un changement de direction se cache une question cruciale. Quel type de diplomatie l'Église souhaite-t-elle mener? S'agit-il d'une diplomatie qui, pour rester à la table des négociations avec les puissants, préfère se taire et céder, comme beaucoup l'ont constaté dans l'accord avec la Chine, ou d'une diplomatie qui renoue avec la clarté, même au risque de déplaire à certains gouvernements? Car l'Église n'est pas une ambassade. Sa force, à travers l'histoire, n'a jamais résidé dans la négociation, mais dans le témoignage. Les martyrs ont converti le monde, non pas en signant des accords, mais en versant leur sang. Et lorsque la diplomatie remplace la prophétie, l'Église peut même nouer de meilleures relations avec les puissants, mais elle risque de perdre sa voix. Il faut également reconnaître que gouverner une Église présente dans le monde entier exige prudence, médiation et capacité de communiquer avec tous. La diplomatie, en soi, n'est pas une mauvaise chose, c'est un outil. Et Parolin n'est pas un traître à clouer au pilori. C'est un homme d'Église qui a servi avec intelligence et qui, selon toute vraisemblance, a agi de bonne foi dans l'accord avec la Chine, convaincu de faire de son mieux. Le problème n'est donc pas l'homme, mais la ligne. Et la vraie question est de savoir si, avec cette décision, Léo veut simplement changer de visage ou aussi changer de cap. Car c'est ce que les fidèles doivent chercher derrière les rumeurs. Non pas le jeu des chaises musicales, mais la direction à suivre. Un nouveau secrétaire d'État pourrait n'être qu'un diplomate de plus, ou bien le signe d'une Église qui remet le Christ au-dessus des calculs. Seuls les faits, et non les rumeurs, nous le diront. Alors, au lieu de nous laisser entraîner dans ce jeu de substitution de noms comme s'il s'agissait d'un simple divertissement, faisons ce qu'il y a de plus utile. Prions pour que celui ou celle qui dirige la diplomatie de l'Église le fasse en serviteur de l'Évangile et non en fonctionnaire du monde. L'histoire, après tout, nous enseigne une chose. Les grands secrétaires d'État disparaissent, les régimes qu'ils ont dirigés s'effondrent, tôt ou tard, et l'Église demeure. Car sa véritable puissance ne réside pas dans les palais, mais dans le Christ qu'elle proclame. Songez au nombre de premiers ministres de l'Église qui se sont succédés au fil des siècles, certains saints, d'autres d'une grande compétence, d'autres encore oubliés. De beaucoup d'entre eux, il ne reste presque rien, mais la foi qu'ils étaient appelés à servir nous est parvenue intacte. Que Parolin reste ou parte importe donc moins que ce que ce poste permettra de faire, ouvrir des portes sur le monde ou préserver la foi. C'est là que tout se joue. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.